d'amour, d'amitié, et puis que je dois désinvestir parce que je déménage, je me déracine, je m'en vais ailleurs. Fait que c'était très difficile pour ça. Et puis, comme je déménageais tout le temps, chaque année quasiment, je subissais beaucoup d'intimidation parce que c'est toujours le nouveau, l'étrange. Fait que nouveau, l'étrange, on botte sa boîte à lunch, on vire son sac en envers, on baisse ses culottes devant tout le monde, il y a plein, en tout cas des coups de poing dans le dos, puis toutes sortes d'affaires, j'en ai eu pas mal. Et puis, j'étais cancre à l'école, ça ne marchait pas du tout, je ne parvenais pas, c'était nul, mon implication n'était pas intéressante, c'est ça à l'école. On peut changer de diapositive. Alors, je me retrouvais dans ma bulle, je me retrouvais dans du mutisme, c'est-à-dire que je parlais dans ma tête, parce que j'étais beaucoup dans ma tête, je n'étais pas présent, je n'étais pas disponible pour les apprentissages. Et puis, dans ma tête, ça parlait. Ça disait, « Ah, Dominique, toi, tu n'as pas été gentil, tu pourrais rouler en dessous d'un troc, puis des choses comme ça, des pensées vraiment pas le fun dans ma tête. » Puis, en tout cas, j'étais ailleurs, mais j'étais ailleurs qu'à l'école. J'étais plus dans des scénarios, puis tout ça, mais j'apprenais pas grand-chose à l'école. D'ailleurs, j'ai raté ma première secondaire. J'ai eu 42 % de moyenne générale. J'ai coulé mon secondaire. Ça fait que ça allait pas bien. OK, on peut changer de diapo. Arrivé à l'école polyvalente, ben, on sait qu'il y a un rituel de passage de l'enfance à la puberté. Et puis, la polyvalente, ben, c'est la cour des grands au lieu de la cour des petits. Puis pour moi, c'était très anxiogène. Je voyais comme un labyrinthe au lieu d'une école. Et puis, je détestais l'école. Ça fait que je trouvais ça très, très, très pénible d'aller là. Et puis, comme j'étais à la puberté, on chantait « Ah, les fraises et les framboises, jamais j'en ai tant vu. » Parce que je faisais de l'acné faciale. Alors, on m'écœurait avec ça aussi. Fait que je me suis fait... l'intimidation, j'en ai eu pour mon rhume, que je pourrais dire. On peut changer d'école. Oui, on peut changer d'école. On peut changer de... OK, diapo. Alors, c'est ça. Quand j'arrivais dans une classe, l'odeur de la crème donnait des nausées. Quand j'arrivais dans un autobus, j'embarquais dans l'autobus et puis les bancs de cuir de l'autobus me donnaient des nausées. Et puis les week-ends étaient courts. Les week-ends, c'était... On finissait l'école le vendredi à 4 heures, la cloche sonnait. Yeah! J'étais libre, je m'en allais. Enfin, je sortais de la prison. Là, j'avais le samedi, je jouais au hockey, j'étais bien content. Le vendredi soir, samedi soir, je pouvais veiller, puis tout était parfait. Je me sentais libre. Mais le dimanche, c'était fini. Parce que c'était la journée avant le retour à l'école. C'était une journée pour moi d'anticipation du retour à l'école. Alors, c'est une journée grise, une journée terne, une journée qui n'avait pas grand-chose à la TV aussi. Il y avait la fortune avec ses marionnettes en papier. Puis, il y avait la lutte à la TV. Il y avait juste ça d'intéressant. Alors, c'est ça. On peut aller à l'autre diapositive. Bon. Je parle du narcissisme parce que c'est une partie de moi qui est comme importante dans mes diagnostics. On parle de troubles de personnalité qui accrochent au niveau du narcissisme. C'est sûr que j'ai d'autres éléments des troubles de personnalité comme évitant, schizoïde parfois, parfois paranoïde et tout ça. Je suis un peu atypique dans les états, les états, pas les états limites, mais voyons, je suis en train d'avoir un blanc. Voyons, dans les troubles de personnalité. Mais c'est ça. Alors, pour moi, c'est comme j'avais besoin de savoir si j'étais valable comme être humain, si j'étais valable comme individu, parce que on m'enlevait tout, on m'enlevait les êtres que j'aimais, on m'enlevait mes classes, puis tout ça. Ça fait que je me demandais, donc, je suis valable. Et puis là, je me suis mis à l'adolescence à faire le clown, faire des imitations, chanter, faire des blagues, le clown, là, pour faire rigoler le monde. Fait que je jouais même de la batterie.
Je jouais du saxophone. Je faisais toutes sortes de niaiseries, en tout cas. Mais c'était juste une illusion de complétude que j'allais chercher. Je me sentais complet pour un moment, pendant qu'il riait, puis pendant qu'il me regardait, puis qu'il trouvait ça drôle. Mais après ça, c'était à recommencer le lendemain parce que je revenais comme à ma question, suis-je valable et tout ça. Et puis ça m'a conduit vers ce qu'on appelle le caméléon, la personnalité caméléon, c'est-à-dire de satisfaire tout le monde, aimer tout le monde, se faire aimer par tout le monde, mais ça, c'est pas possible, en tout cas. Et puis, c'est ça. On va aller à l'autre diapositive. À l'âge de 16 ans, j'ai quitté la maison, puis j'ai rencontré mes potes. J'ai rencontré le cannabis, puis j'ai rencontré la boisson, la bière surtout. Ben, c'était surtout la bière. Du cannabis, c'était pas le cannabis dans ce temps-là, parce qu'on était en 1981 à peu près, 82. On fumait de la feuille dans ce temps-là. C'était des sacs de feuilles. Je pense qu'on jetait les cocottes. C'est une blague. Non, mais c'est ça. Ça a été problématique pour moi parce que l'alcool, ça faisait ça. Comprenez-vous? Ça réduisait le trou, là, le manque, le vide, ça comblait. Mais comme pour le clown que je faisais, il fallait que je répète à chaque jour pour que ça colmate le trou. Il fallait que je prenne un coup pour colmater l'angoisse, puis l'angoisse du vide, du manque, puis tout ça. Donc, on peut changer de diapositive. À l'âge de 18 ans, en 1984, justement, bon, on a eu un party un soir, puis j'ai bu 24 bouteilles de bière. 24 de ma soirée. J'ai connu ma première femme ce soir-là. Et puis, je suis allé la reconduire chez elle avec ma voiture après la veillée. Puis, j'étais pas tout scrap, je marchais quand même assez droite, puis tout ça. Alors, j'ai eu une réflexion. Je me suis dit, de bien, puis prendre mon char, il y a de quoi qui ne va pas là. Il y a un problème. Fait que je réalisais que j'avais un problème de toxicomanie, surtout de boisson. Fait que j'ai arrêté de boire un bout, puis ma femme me demandait tu bois pas, tu bois rien que du coke, puis tout ça, tu bois pas d'alcool jamais quand on va dans les bars, puis tout ça, tu prends pas d'alcool? J'ai dit, quand je t'ai rencontré, j'en ai bu 24 bières. Fait qu'elle a fait un saut, elle a dit, oh mon Dieu, je m'en étais pas rendu compte. Fait que vous voyez que c'était rendu problématique pour moi, puis ça me faisait très peur. OK, on peut changer. Arrivé en 1995, j'étais au doctorat en psychologie et puis on m'avait demandé de refaire une bonne partie de mon projet parce que je n'avais pas assez un gros échantillon ici et ça. En tout cas, il y avait un paquet de problèmes là, au niveau de la méthodologie de recherche. Alors, il fallait que je reprenne ça. Ma première fille était pour venir au monde et tout ça. Et puis moi, j'ai craqué complètement. J'ai abandonné mon doctorat à ce moment-là. Ça faisait un an et demi que j'étais au doctorat. J'avais fait ma scolarité, mes cours. Il me restait ma thèse à faire, mais finalement, j'ai abandonné. Et puis, après ça, j'ai ouvert un cabinet privé. Et puis, ça n'a pas bien été, ça a mal fonctionné. Après 2 ans et demi, 3 ans, j'ai été obligé de mettre la clé dans la porte, fermer ça. Ça fait que c'était un coup dur pour moi. Puis pour continuer à être actif puis me maintenir en vie, parce que j'étais en train de me démolir dans la maison, j'étais parti, il y a un de mes chums qui m'avait dit, viens nous autres, viens pousser du gaz dans les chars, on a du fun, puis tout ça, tu vas voir, tu vas t'amuser. Fallait que je survive quand même aussi. Alors, je suis allé travailler comme pompiste dans la même ville où j'avais été psychologue. Alors, comprenez que pour moi, c'était comme quand il arrivait un client, j'espérais toujours que ce ne soit pas un de mes patients. Vous comprenez? Fait que c'était très, très difficile sur le plan de l'estime. C'est là que j'ai commencé à décrocher, là, à glisser des pattes. Puis, il y a d'autres événements qui sont arrivés. J'ai déménagé 2 fois dans ces années-là. 2 autres déracinements. Fait que ça en faisait pas mal pour ça. Fait que j'ai commencé à flyer un peu, mais ce que j'ai fait, j'ai arrêté de travailler. Je n'étais plus capable de travailler. Et puis là, je suis tombé en dépression à ce moment-là.
Entre 7 ans et 32 ans, on va pouvoir changer de diapositive. Entre 7 ans et 32 ans, j'ai pas entendu de voix. Jamais. J'ai pas entendu de voix. Mais à 32 ans, les voix sont revenues. Ils ne sont pas revenus comme ça d'une claque. C'est qu'à un moment donné, je suis allé chauffer mon poêle à bois. J'étais dans une maison, d'une vieille maison. Et puis, en chauffant mon poêle, je mets une bûche dans le poêle à bois, puis je referme le poêle à bois, puis comme ça, j'ai une réflexion, puis je me dis tout à coup que je suis mort, puis que je me projette comme un être vivant encore, mais personne n'ose me dire que je suis mort pour me laisser dans mon illusion que je suis encore vivant. Mais, fait que je pense à ça comme ça, mais je continue, là, je continue ma vie. Là, fait que je pars, puis je monte l'escalier, puis en montant l'escalier, en mettant le pied sur l'escalier, on dirait que la marche descendait comme ça. Ça faisait comme, je montais dans l'escalier, mais ça faisait comme si je montais un escalier roulant en sens inverse. Ça montait comme, c'est que j'avais un phénomène perceptif inhabituel que je ne comprenais pas, que je me disais, qu'est-ce qui m'arrive? Probablement que je suis mort, on va me le dire, parce que là, c'est pas habituel ce qui m'arrive, tout ça. Mais finalement, j'ai tourné le coin, puis j'étais correct dans le deuxième escalier quand je montais à l'étage. Sauf que là, j'ai entendu une voix franche me dire moi aussi, je l'ai monté et descendu souvent cet escalier-là. Puis là, j'ai eu très peur. J'ai dit ça y est, je suis. OK, la ligne est mauvaise. Je vais essayer de rapprocher un peu mon micro. OK. Et puis, je me suis remis à faire l'électricité de la maison parce qu'il y avait une dame qui était décédée dans la maison avant que je l'achète. Et puis, cette dame-là avait été trouvée après quelques temps qu'elle était là, toute seule, puis tout ça. Fait que vous imaginez la scène, les sphincters relâchent tout, et puis puis je me disais, cette dame-là, peut-être bien qu'elle est décédée, puis elle n'est pas capable de partir parce qu'elle est trop honteuse dans l'état qu'elle s'est retrouvée après sa mort, puis tout ça. Fait que j'ai dit, pour l'aider, je vais peut-être bien renouveler l'électricité dans la maison. C'était des vieux fils noirs, le cuivre craquait, puis il cassait presque. Fait que j'ai dit, je vais refaire l'électricité. Je me suis mis à refaire les fils électriques, puis à remettre ça dans la maison pour que ça soit bien. Au début, ça allait bien, je prenais un fil, je le plaçais, puis tout. Après ça, je prenais un fil, puis j'arrivais pour le placer. J'avais un avant-midi pour placer mon fil parce que je m'arrêtais à tous les petits détails, puis je commençais à perdre les pédales un peu. Puis là, je me suis mis à entendre des échos. J'appelle ça des échos, ou on peut dire des réverbérations de son. C'est que moi, la plupart du temps, comme entendeur de voix, j'entends les voix dans les bruits ambiants, dans les bruits autour de soi, autour de nous. Alors, il va passer, par exemple, un plancher qui craque ou une porte qui craque, ça peut dire « Ah, ouais, ah, non ». Ou ça peut dire n'importe quoi, mais ça peut dire toutes sortes de choses. Ça peut être un plancher qui craque, ça peut être un camion qui passe, ça va dire « Voyons donc ». Ou « Tchi-tchi-tchu ». Des toilettes encore. Des toilettes, c'est drôle, mais excusez-moi, mes voix sacrent. Hein? Mais des toilettes, ça peut partir. Je clenche la toilette, puis j'entends calice de tabarnak. Ou ça peut être les toilettes des McDo qui ont un vacuum. Là. J'entends calice de tabarnak, mais d'une autre façon. Ou ça peut être la sécheuse qui fonctionne. Ça va faire tabarnak de con. Tabarnak de con, ça va être ta fête. Tabarnak de con, on va te faire ta fête. On va te faire ta fête, petit tabarnak de con. Mais tout ce qui cogne les zippers puis les choses qui cognent contre la sécheuse, ça fait des sons, ça fait des échos. Puis il y a dans la neige, ben, on peut pas l'éviter. Je l'appelle la neige bavarde. Alors, quand je marche dans la neige, ça peut dire
Christoncan, Christoncan, ou ça peut dire n'importe quoi. Puis il y a aussi le brouhaha des voisins. Moi, j'entends, comme j'entendais tantôt une personne parler de ses voisins, mais moi, je suis celui qui entend des voix, puis j'entends mes voisins à côté qui peuvent parler, mais je n'entends pas ce qu'ils disent, j'entends d'autres choses. Comme le voisin, il peut dire « Enfin, j'ai déclenché l'alarme au bureau. » Moi, je peux entendre « Le voisin, je vais le clencher avec ma lame bientôt. » Comprenez-vous? C'est proche, mais c'est pas la même affaire. Fait qu'il y a cet aspect-là. OK, on peut changer de diapositive. Alors, moi, j'appelle ça l'initiation. Quand j'ai eu ma première désorganisation, j'ai eu 4 hospitalisations, 5 désorganisations vraiment désorganisées. Mais je vous en parle de 2 pour vous donner une image de ce que ça représente pour moi, les voix. Alors, j'ai commencé avant d'être psychotique, avant de faire ma psychose, j'ai commencé par une déprime qui a duré à peu près 3 mois. Une déprime là, où c'est mélancolique, là, on s'en va dans des ondes très basses, puis avec les idées noires, puis tout ça. Là. Après ça, j'ai commencé à faire de l'hypomanie. L'hypomanie, c'est qu'au lieu d'être dans une courbe régulière d'énergie, on monte en énergie, puis l'énergie devient folle. Et puis l'énergie folle nous amène à faire des dépenses folles, des choses qui n'ont pas de sens, des comportements inadéquats et tout ça. Par la suite, j'ai fait une psychose qui a duré 1 mois de temps, plus que ça, 1 mois et demi, 2 mois quasiment. Il y avait beaucoup de synchronicité, tout était symbole, puis en fait, c'était une hémorragie de sens. C'est que je débordais tellement de sens que je voyais autour de moi. Il y en avait partout du sens, partout, ça n'arrêtait pas. Comme un peu Truman Show. Je ne sais pas si vous connaissez Truman Show. Alors, Truman Show, lui, il envoyait du sens à un certain moment donné. Il s'apercevait que le monde tournait en boucle autour de chez lui, puis il y avait des choses comme ça. C'était un peu la même chose. Quand j'arrivais dans un supermarché, par exemple, je rentrais. Là, je voyais des gens se détourner vers moi, puis tout ça, puis qui me faisaient sentir que je n'étais pas à ma place, puis que je n'avais pas d'affaires là. Puis c'était comme s'ils connaissaient ma vie, ils connaissaient mes allées et venues et tout ça. Alors, j'avais très, très peur de tout ça. OK, on peut changer de diapositive. À la suite de ça, j'ai été hospitalisé. Et puis, quand je suis rentré à l'hôpital, pour moi, j'étais dans un cyberespace. Je n'étais pas à l'hôpital, j'étais en fait maintenu en vie par un ordinateur très puissant qui pouvait maintenir mon cerveau en vie parce qu'il y avait des électrodes connectées à mon cerveau et tout ça. Et puis, les infirmières et le personnel que je voyais, c'était des androïdes. C'était pas du vrai monde, c'était des robots. Fait que c'est ça. Puis, le sommeil, ben, j'ai dormi 1 semaine de temps. J'ai dormi toute ma première semaine. Et puis après mon sommeil, je suis sorti de ma léthargie un peu, mais j'étais encore magané. J'ai vu ma femme à la télévision. Je l'ai entendue à la télévision à un moment donné, elle était dans la salle commune. Moi, j'entends Serge, viens me voir, viens m'aider, je vais mourir, je suis en train de me noyer, puis tout ça. Moi, je m'en vais là, je la vois à la télévision, assise sur une chaise, puis tout ça, puis qu'elle disait qu'elle se noyait, qu'elle allait mourir, puis tout. Mais moi, je ne faisais pas de cas. Je me disais, voyons, comment je ne peux pas sauter dans la télévision. Je ne savais pas quoi faire. Fait que je regardais devant moi, je regardais la télévision, je regardais à côté. Puis là, il y avait une porte, c'est marqué dessus « Libre ». Fait que là, j'ai dit, c'est là qu'il faut que j'aille, il faut que j'aille la libérer. C'était une toilette, c'ti. Moi, je pensais pas que c'était une toilette, c'était marqué libre, fait que c'était la liberté. Fait que c'est ça, ça a été extrêmement pénible comme chose à vivre, là. C'était difficile. Mais il est arrivé quelque chose de plus dramatique que ça, c'est qu'ils m'ont changé d'étage. Finalement, j'avais le droit de recevoir de la visite. Et puis, j'ai reçu ma femme en visite le premier soir où j'étais libre.
Et puis, elle a perdu la vie au retour en s'en allant à la maison. Elle a fait un accident d'automobile, puis elle a frappé un trailer qui s'est détaché de l'auto, puis qui est arrivé face à face avec elle. Alors, elle est restée 1 heure en vie dans l'auto, était pris dans la voiture. Ils l'ont dépris, mais au moment où ils l'ont dépris, ils l'ont embarqué dans l'ambulance, puis elle est décédée dans le voyage, dans le transport en ambulance, parce qu'elle était très, très maganée, comme on peut dire. On peut changer de diapositive. Oups, je suis rendu, OK. Alors, pour moi, c'était l'inconcevable, vous comprenez, c'est un sentiment d'injustice. Alors, j'avais le caractère très tonique, j'étais très, très en colère. C'est plutôt de la rage, mais en tout cas, j'étais un petit peu comme lui que vous voyez là, Jack Nicholson dans Vol au-dessus d'un nid coucou. Ça fait que j'ai fait du trouble aux infirmières sur l'étage où j'étais. Je suis allé voir les infirmières, puis je leur ai dit, je vais toutes vous faire décompenser l'étage. Je vais toutes vous les faire capoter. Si vous ne me faites pas sortir du site, je vous les fais toutes capoter. Puis je me suis retrouvé avec 2 gardiens qui m'ont ramassé, puis une piqûre d'aldol d'un fesses. Quand je me suis réveillé, j'avais 21 jours de la cour, que je n'avais pas le droit de sortir. Il fallait que je reste à l'aile fermée. C'était une aile confinée, on n'avait pas le droit de sortir. Et puis, on n'a pas le droit d'avoir de visite. Ça fait que c'était vraiment long puis plate, puis j'étais en tabarnouche. Alors, c'est ça, on peut passer à l'autre diapositive. Alors, je vous parle d'un second trébuchage qui est différent du premier. Là encore, j'entends des voix dans les bruits ambiants, mais j'en entends comme franches qui sont à l'extérieur de moi, comme quelqu'un qui parlerait à côté de moi, par exemple. Et j'en entends dans ma tête, comme en télépathie, à quelque part. Vous voyez, je suis comme ça, là, comme le bonhomme qui est là. J'étais plus jeune là-dessus. Là. C'est là qu'il y a les petits bonhommes dans la tête. Non, c'est pas moi. Mais c'est ça. J'ai rencontré un groupe de personnes de voix, un groupe de voix. Ils étaient 6 ensemble. Il y avait Marie-Pierre qui était la chef du groupe, de ce groupe-là. Ils étaient 6 comme pognés ensemble, les 6. Ils étaient comme agglomérés. C'est pour ça que j'ai appelé ça l'agrégat. La gang, j'ai dit, je vais l'appeler l'agrégat. C'est l'agglomération. Alors, Marie-Pierre, c'est ça, elle était leader et tout ça. Elle avait un bon discernement, elle était très intéressante. Là, je connaissais leur nom, la façon qu'ils sont décédés, l'âge qu'ils avaient. Marie-Pierre avait 33 ans. Jacinthe avait 32 ans, c'était la sœur de Marie-Pierre. Puis comme elle avait 32 ans, Jacinthe, moi puis Jacinthe, on ne s'entendait pas. Je la trouvais snob, puis elle me trouvait pas snob, puis on ne s'entendait pas sur la même longueur d'onde. Il y avait Roxane. Roxane avait 16 ans, c'est la fille de Marie-Pierre. Roxane avait 16 ans, mais ça posait problème. Sa mère est venue me trouver, Marie-Pierre, puis elle m'a dit, tant qu'on va être avec toi, tu n'auras pas le droit de sexualité. Parce que ma fille est mineure. Alors, quand tu vas à la toilette, tu t'assois comme une femme. Tu ne regardes pas tes parties génitales. Pour l'hygiène, tu te touches au minimum. Puis tu prends tes douches normales, mais il n'est plus question de masturbation ou de relations sexuelles le temps qu'on va être avec toi. OK, moi j'ai accepté ça. Mais j'ai trouvé ça rough en crif. Puis, il y avait un gars qui s'appelait Gros Bras. Gros Bras, c'est parce que je l'avais vu sur une table. Je voyais aussi des personnes, je le voyais en 3 dimensions. Puis, il y avait des gros bras, ça fait que j'ai dit, je vais t'appeler Gros Bras. Celui qui est, c'était un malcommode, un gars qui était en train de faire des farces, puis tout ça. Il était homosexuel, puis il me cruisait aller-retour, mais moi, ça me menaçait plus que d'autres choses. Puis il parlait vite, vite, vite. Hey, Serge, viens voir ça, viens voir, je vais te montrer ça. Il était tout excité au bout, comme s'il était sur le bord d'un orgasme, mais il venait jamais. Mais, fait que c'est ça. Fait que, il y a Claude aussi. Claude, c'était un grand Jack. Il mesurait environ 6 pieds 4.
Et puis, moi, à un moment donné, j'avais prêté mon crayon, puis ma main, puis mon bras à Marie-Pierre pour qu'elle m'écrive son nom parce qu'elle ne voulait pas me dire son nom. J'ai dit, écris-le ton nom, puis elle ne l'écrivait pas, elle dessinait, puis la mine qui frottait sur la feuille, ça faisait le, ça faisait le dessin. Ça faisait des dessins, mais moi, ça racontait son histoire. Le bruit que j'entendais, ça racontait son histoire sur la feuille. Puis je tombais amoureux d'elle, amoureux de Marie-Pierre. Vous comprenez que ça peut aller loin. On peut, avec les voix, entretenir des relations très, très serrées, très intimes. Et puis, c'est ça, Claude était un gentleman pour qui je faisais lire des écrits. Il aimait lire mes écrits. Alors, je mettais mes écrits sur la table. Et puis, je descendais dessiner avec Marie-Pierre en bas, au sous-sol. Puis là, quand je remontais, il venait me voir et il me disait « Hey, Serge, Serge. » Là, je disais « Oui, oui. » Là, je montais en haut. Puis là, je changeais toutes les feuilles de ce que j'avais sorti pour qu'il puisse continuer à lire la suite. Il ne pouvait pas changer les feuilles. Alors, je changeais ses feuilles pour lui. C'est juste un clin d'œil pour vous dire à quelle part, jusqu'à quel point ça peut aller les voix, la relation qu'on a avec les voix. OK, on peut changer de diapositive. Ensuite, ben, c'est ça. Toujours avec Marie-Pierre et compagnie, ben, il y avait Roxane. Roxane était maître de l'illusion. Elle me faisait voir des choses là, horribles, des massacres, des têtes coupées, arrachées, qui saignent, puis toutes sortes de choses horribles. Fait que là, j'ai pensé peut-être qu'elle a peur de moi, puis elle veut me faire peur. Alors, j'ai dit, peut-être tu as peur de moi, mais tu n'as pas à avoir peur. J'ai dit, ta mère est là. J'ai dit, fais-moi donc voir des belles choses, là, des choses en couleur, puis tout ça, que je pourrais voir, et ça serait plus intéressant. Puis là, c'est mieux de me faire voir des symboles en feu, des belles affaires. En tout cas, on s'est harmonisé finalement. Mais il y a, à cette époque-là, j'aurais pu frôler la mort parce que je buvais de 5 à 6 boissons énergisantes par jour. Parce que ça me rapprochait de Marie-Pierre. Ça me rapprochait des voix. Fait que j'étais vraiment dans mes voix. Je pouvais plus être à l'extérieur, fonctionner, puis tout ça. Je parlais à voix haute. Je n'étais plus capable de m'empêcher de parler à voix haute. Puis là, j'utilisais mon téléphone. C'était un Nokia. J'utilisais mon téléphone. C'est 1998, Nokia. J'utilisais mon téléphone pour dire qu'est-ce qu'on va manger ce soir quand j'allais faire mon épicerie. Alors, je faisais mon épicerie avec mon téléphone pour pas pouvoir passer pour un idiot ou quelqu'un de malade. Fait que je faisais semblant d'avoir quelqu'un au bout du fil. Puis là, je le donne comme conseil à des gens qui parlent à voix haute, mais je leur dis, n'oubliez pas de fermer votre téléphone. Parce que si vous ne le fermez pas, ça ira pas bien. Les exemples de voix, j'ai envie de laisser passer ça. Parce que les exemples de voix, des voix, ils peuvent me dire à peu près n'importe quoi, finalement. OK. Là, on est... OK, on va changer, oui. Bon, c'est ça. Ce que je veux vous dire, c'est que, bon, pour moi, les voix s'apparentaient à des êtres trépassés, des êtres qui sont morts, qui sont décédés. Moi, c'est comme ça. Pour un autre, ça va être les satellites qui vont y envoyer des ondes pour qu'ils entendent et qu'ils voient des choses. Pour un autre, ça va être des extraterrestres qui vont mettre des implants dans le cerveau. Peu importe. Mais pour nous, entendeurs de voix, ce qu'on conçoit, ça peut être aussi vrai que le soleil se consume. Alors, il faut faire attention pour ne pas nous balancer ça du revers de la main. Parce que pour nous, c'est des réalités. On peut changer de diapositive. Alors, des réalités, on peut en parler. Il y en a plusieurs possibilités d'interprétation du phénomène des voix. Par exemple, il y a un débalancement neurochimique. Un débalancement neurochimique, des parties de soi qui sont projetées sous forme de voix. Les parties de soi, je veux dire,
des parties souffrantes de soi, des parties traumatisées, des parties qui ne vont pas bien, qui sont projetées et qui reviennent sous forme de voix. Ça peut être les voisins qui nous parlent, comme je disais tantôt. Ça peut être la police qui nous suit, la GRC, CIA, MJ-12, n'importe qui. Ça peut être des énergies, des guides spirituels, des entités, des êtres trépassés, des puissances divines ou démoniaques. On a une autre page. On peut changer. On peut changer, oui. Ah, on a changé. Voilà. Ça peut être de l'ésotérisme, dire c'est du bas astral, c'est le monde éthérique, c'est des voix anges et compagnie. Le nouvel ordre mondial qui, par les satellites, nous contrôle ou tout ça. La haute technologie, les gouvernements secrets, le cyberespace, les androïdes, les extraterrestres, des humains du futur, du cyberespace, etc., etc., etc. Il y en a plein, plein parce qu'on est tous différents. OK. Au niveau des entendeurs de voix, l'approche est alternative. Ce n'est pas une approche psychiatrique traditionnelle. C'est le modèle des forces que vous devez connaître un peu. On fait une entrevue de qualification pour s'assurer que la personne est assez ramassée pour qu'on puisse faire un cheminement avec elle. Parce que si elle est trop désorganisée, elle va se désorganiser dans le groupe. Ça va désorganiser le groupe aussi. C'est pas mieux. Alors, il faut que la personne soit quand même bien pour assister au groupe. Tout ça. C'est un groupe d'entraide, donc on force pas, mais on s'organise pour que les gens s'entraident entre eux, se donnent des claques sur les épaules entre eux. Et puis, il y a un agent de rétablissement pour moi, pour ma part. Ce n'est pas tous les groupes d'entendeurs qui ont des agents de rétablissement, mais l'agent de rétablissement, ce qu'il y a, c'est qu'il suit les groupes, puis il suit la personne individuelle après les groupes pour pouvoir l'aider au niveau de son rétablissement. On peut changer de diapositive. Ça ne sera plus très long. Bon, composer avec les voix. Oups. Ah, la notion de respect, pardon. Alors, dans la notion de respect, je suis rendu. OK. Dans la notion de respect dans le groupe, c'est très, très, très important. On respecte les perceptions inhabituelles. On le croit que tu entends ça. On le croit que tu vois ça, ou que tu sens ça, ou que tu, peu importe. Ça, c'est très important. Après ça, l'interprétation du phénomène, comme je vous dis, si la personne dit « Moi, c'est des extraterrestres qui m'ont enlevé, puis ils m'ont mis des implants à l'intérieur de mon cerveau », ben, on dit à la personne « On te croit que tu crois ça. » Mais moi, je n'entends pas ça. Moi, je n'ai pas d'implant. Mais je te crois que tu peux croire ça. Alors, il y a les valeurs qui sont respectées, les croyances, le vécu. Le rythme est très important aussi. Si la personne est dans ses rideaux, j'appelle ça de même, la personne qui est dans ses rideaux, c'est la personne qui fume des joints, puis qui a les rideaux fermés, puis qui ne sort pas de chez eux, puis qui a peur d'aller à l'épicerie. Bon, ben, il va falloir y apprendre à ouvrir ses rideaux avant d'aller travailler au Provigo. Comprenez-vous? Il y a des étapes à respecter dans le rythme de la personne. Et puis, il y a le pas du marcheur. Quand la personne arrive au groupe et elle dit « Ça va prendre combien de temps là, avant que je sois remis puis que je sois… » Bien, ça dépend du pas du marcheur. Freud disait ça dans le temps. Ça dépend de quelle rapidité est ton pas. Si ton pas est un pas de souris, ben, tu n'avanceras pas très rapidement. Mais si tu as un pas d'astronaute, ben là, tu vas avancer. Là. Ça dépend du pas, ça dépend de l'implication, ça dépend de qui on est aussi. OK, on peut changer. Composer avec les voix. Les stratégies d'adaptation, ben, je vous ai parlé du cellulaire tantôt. Je l'utilisais pour ne pas parler à voix haute dans l'épicerie. Les bouchons dans les oreilles, moi, ça ne marche pas, ils viennent dans ma tête. Une porte, je dis aux voix, je mets la main sur ma porte, puis je prends la poignée de porte, puis je ferme la porte, puis je ferme la porte aux voix. Je ferme la porte aux voix. Ça m'a pris 40 jours à peu près avant que ça fonctionne, mais là, mes voix me respectent. Quand je ferme ma porte, ils ne viennent pas me déranger dans ma chambre. Sont-ils là, sont-ils pas là, je ne sais pas, mais en tout cas, ils ne me dérangent pas. Parce qu'il faut avoir une qualité de vie à quelque part. Puis si on parle de la sexualité, imaginez-vous que vous êtes en train de vous amuser un peu, puis là, vous entendez « Qu'est-ce que tu fais là? » C'est pas facile, hein, la sexualité, avec les voix et tout ça. Fait qu'il
moi, je me suis trouvé un coin où j'ai la paix. Ça prend un cadre ferme, mais pour faire un cadre ferme avec les voix, il faut les encadrer, les voix, je pense, parce que si je n'encadre pas mes voix m'encadrent de façon persécutrice et envahissante. Alors, avec un cadre ferme, ça prend une bonne estime de soi, ça prend de la confiance, de l'assurance, puis beaucoup d'affirmation. Alors, c'est au groupe, puis avec l'agent de rétablissement qu'on va colmater ça, puis qu'on va arriver à faire de quoi de bien avec ça. Puis pour moi, les groupes sont des usines à claques sur les épaules. C'est comme, c'est beau, François, que tu sois venu aujourd'hui. Tes voix disaient qu'ils voulaient tuer ta mère, puis tu es venu quand même, puis ils disaient, si tu vas là, on va tuer ta mère, puis en tout cas, on va ça. Puis là, qu'est-ce que vous en pensez, les autres? Là, Jocelyne a dit, c'est beau, François, oui, vraiment, tu es un guerrier. Puis là, François, il dit, ben moi, Jocelyne, je trouve que tu t'exprimes bien, puis comprenez-vous, c'est claque sur l'épaule, claque sur l'épaule, claque sur l'épaule, claque sur l'épaule. Puis là, pour moi, l'animateur, il est là pour renvoyer les autres à eux-mêmes, pour qu'ils se donnent des claques sur les épaules entre eux autres. Parce que c'est un travail d'entraide, à quelque part. Alors, c'est ça. Ensuite, on va aller à l'autre diapositive. Remplacer les voix. Les voix, ils ne partent pas d'elles-mêmes. Ils partent, c'est sûr, quand on a des compréhensions de certaines choses. Il y a des voix qui n'ont plus de rapport, ce qui s'éliminent. Mais il y a les intérêts, les buts, les objectifs, les désirs, les aspirations, les rêves, les passions. C'est ça qui sont des moteurs pour le rétablissement. Alors, c'est d'être en projet, de s'occuper, de se réaliser, de s'habiter aussi. Moi, je l'apprends de s'habiter parce que les voix me disaient « Va-t'en chez vous ». Souvent, ils me disaient ça « Va-t'en chez vous ». Là, je suis chez moi. Là, je sortais mes titres, puis je montrais que j'étais chez moi, puis tout ça. Mais les voix, ils me disaient « Non, non, va-t'en chez vous, tu ne comprends pas ». Puis là, à un moment donné, je lui ai demandé à un, j'ai dit « Qu'est-ce que ça veut dire, va-t'en chez vous ». Il dit « Ça veut dire habite-toi ». Ben, pour un homme qui a toujours été déraciné, puis tout ça, j'ai jamais été habité. Là, j'ai compris qu'il fallait que je m'habite pour pas que les voix m'habitent. Il faut que je prenne ma place, autrement dit. Fait que c'est ça. Dernière diapositive. Alors, c'est qui l'expert? Moi, je vous dirais de ne pas vous positionner en expert quand vous êtes avec un entendeur de voix. L'expert, c'est l'entendeur de voix. Consultez-le. C'est ça que je me dis. Je me dis, c'est comme, c'est lui qui va vous dire comment il perçoit ses voix, comment il... Parce que moi-même, avec mon psychiatre et tout ça, je ne disais pas que j'entendais des voix dans les bruits ambiants. Parce que je ne voulais pas que la médication soit comme ça. Ou être interné une autre fois. Alors, j'avais très peur. Fait que je diminuais un peu mes symptômes pour dire non, non, je suis correct, là, mes voix, je n'entends moins, puis ça, je tournais le coin, puis je parlais tout seul à voix haute. Alors, on s'est rendu à la période de questions. J'avais fini ma présentation. Je pense qu'on a quelques questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça fait drôle un peu d'interagir comme ça parce que je n'ai pas personne, je n'ai pas le feedback. Est-ce que... ben moi, j'ai plusieurs questions. Merci, Serge. Merci. Je ne parle pas fort pour réveiller mon gars, là. Vous lèverez la main si vous voulez poser des questions. Moi, j'avais 3 questions. Je vais les marquer en bas pour être sûr de ne pas les oublier. Je voulais savoir, dans les groupes d'entendeurs de voix, ben, merci d'avoir parlé de ton vécu. Et je me demandais, comme père aidant, dans le fond, c'est possible de partir un groupe d'entendeurs de voix, d'être soutenu par, je ne sais pas, le réseau par le rêve québécois. Tu sais, mettons que je suis en quelque part et que je n'ai jamais fait ça, est-ce qu'il y a une possibilité? Parce que ça n'existe pas partout, les groupes d'entendeurs de voix. Non, mais il commence à en avoir pas mal. Là. On est rendu à 35 groupes, je pense, autour de 35. Et puis, ben oui, comme je disais tantôt, pour animer un groupe, il faut avoir de l'humanisme et tout ça. Je pense que d'être père aidant, ça peut aider en colline, d'être père aidant et de faire le groupe.
parce que vous avez des formations aussi et tout ça, là. Ça fait que je pense que c'est important. Puis pour ceux qui veulent s'informer, vous pouvez aller sur mon site. Vous avez les coordonnées pour créer un groupe au Québec. C'est Mme Annick Ford qu'il faut contacter. Là. Ses coordonnées sont sur mon site sergetracy.com. Si, mettons, par expérience, ici à Québec, ça fait longtemps qu'il y a des groupes, mais les phases d'un groupe, moi, je sais que j'ai tenu pendant comme plus qu'une dizaine d'années un groupe de 12 étapes pendant comme 7 soirs semaine, puis il y a des moments où c'était juste le sans-abri du coin qui venait parce qu'il y avait des biscuits, puis tu te retrouves tout seul, puis tu te désespères. Si je pars un groupe d'entendeurs de voix dans mon coin, les phases des groupes, est-ce que ça arrive justement que ça lève pas puis qu'il faut persister ou je voulais t'entendre là-dessus, ça? Oui, c'est intéressant. Ben, nous, on n'a pas ce problème-là. Je pourrais parler des voix, des groupes que je connais. Parce que j'ai animé 2 groupes à Lévis. On avait un groupe ouvert et puis un groupe fermé. Actuellement, je co-anime un groupe fermé à Québec. Et puis, je suis allé aussi à Montmagny où il y avait un groupe fermé aussi. Je dirais que les groupes fermés, on a tendance à avoir plus d'assiduité. Les gens sont plus là. Les groupes ouverts, ben, il y en a 2, 3 qui ne viennent pas cette semaine-là, mais il y en a 2, 3 qui se rajoutent. Nous, ça vient pas mal homogène. C'est rare qu'on se retrouve 3, 4. Là. On est toujours... là, on manque de place un peu à cause des restrictions qu'on a. Mais on est toujours... On a 7 places, mais il y a 7 places qui sont pleines. Là. Ouais. Serge, je lance mes questions parce que je ne vois pas de main levée. Est-ce que des fois ça t'arrive? Comment ça marche dans les groupes quand vous voulez avoir peur? Quelqu'un, des fois, la personne, c'est l'expert, mais en quelque part, tu te dis, OK, là, j'ai de la, le bout où on accepte de ne pas avoir le contrôle sur l'autre personne, puis même on ne la comprend pas, puis là, on essaie de respecter. Oui. Mais par rapport à ça, je ne sais pas si tu peux m'en parler un peu, si ça m'arrive d'un groupe de vivre ça. Oui, c'est important comme de... Ben, nous, il y a l'agent de rétablissement qui est là. Et puis l'agent de rétablissement, il peut être en mesure de dire ben écoute, moi, je sens que tu ne vas pas bien, j'aimerais ça que tu me rappelles en arrivant ou des choses comme ça. Assurer un suivi là, auprès de la personne. Et puis, quand ça ne va pas dans le groupe, des fois, on est obligé d'arrêter, d'interrompre le groupe. La personne, elle va sortir puis elle va déléguer quelqu'un dans le groupe pour pouvoir parler au groupe, continuer à faire le tour de table des partages, par exemple, ou des choses comme ça. Puis, elle va aller avec la personne, discuter avec elle. Parce que des fois, la personne est désorganisée au point où il faudrait l'hospitaliser pratiquement. Là. Alors, il y a des choses, il y a des étapes à suivre, là, justement. Là. Qui sont expliquées dans les formations pour les groupes. Oui, c'est plus Annick qui fait la formation de ça. Ouais. Oui. Il y avait Jean-François qui levait la main. Ah, puis Stéphane. Oui, moi, merci beaucoup pour ta conférence, Serge. J'ai bien aimé ça. Moi, je dois t'avouer qu'après ta conférence, je me suis rendu compte que j'étais un entendeur de voix, parce que j'entends des voix, mais j'ai vu la spécificité du moment où tu disais où c'était entendre des voix, ce que ça voulait dire. Okay. Comme par exemple les traumatismes du vécu, aussi des choses du passé qui reviennent, ces gens-là qui viennent te reparler, tu sais. Et une autre chose aussi, c'est que c'est vrai aussi que quand moi j'entends des fois dans le corridor chez nous, tu sais, il y a des gens qui parlent en passant. Il y a ici, c'est une maison, il y a des intervenants qui passent aussi. Puis je ne sais pas pourquoi, mais il y a des fois, à chaque fois, j'ai l'impression que c'est moi qui parle. Ils parlent de moi. Tu sais, ils disent, mettons, ou ben non, c'est du double. Tu sais, des fois, c'est du double message. Tu sais, dans ce qu'ils disent, dans ce que j'entends de vive voix, j'entends qu'ils disent également des choses sur moi. Tu sais, on va passer les détails. Mais je te remercie parce que
comme père aidant, moi, ça va me donner une petite plus. Parce que si je sais que j'entends les voix, mais je vais pouvoir aider quelqu'un peut-être qui m'entend aussi. Oui. Merci. OK, on mute. Bon. Merci, Serge, pour ce témoignage. Tout à l'heure, on échangeait de façon informelle, puis je disais que j'avais animé des groupes d'entendeurs de voix, quoique je n'ai pas la caractéristique ou la problématique, entre guillemets, d'entendre de voix. Je pense que c'est un mensonge blanc, parce que à chaque fois que j'anime un groupe d'entendeurs de voix, je fais référence à un petit épisode qui m'est arrivé alors que j'étais en psychose. Mon diagnostic, c'est bipolaire. Donc, j'ai fait des psychoses maniaques très aiguës. J'avais 23 ans à l'époque. J'en ai aujourd'hui 50. Et je me souviens d'avoir entendu une voix, parce que c'est pas quelque chose qui s'est reproduit dans le temps. C'est très caractéristique à une période, il y a 26 ans de ça. Et la voix, j'en fais des interprétations un peu comme tu fais, là. Tu proposes des choix, puis tu dis, moi, comme je suis très croyant à la base, je dis que c'est un guide. Parce que la voix me collait à la peau. C'était comme une belle voix de radio de quelqu'un qui me connaissait dans mes moindres raccoins, qui savait tout de moi et j'entendais ça comme si j'avais eu une oreillette, un écouteur. Oui, oui, oui. Bon, une oreillette et qui a dit quelque chose. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais c'est arrivé seulement qu'à 2 reprises. Et puis, c'était une voix réconfortante. Alors que la majorité des entendeurs de voix, c'est du dénigrement, c'est de l'autodestruction, c'est du négatif, du rabaissement. Alors, c'est difficile de témoigner en disant, ben, écoutez, moi, ça a été positif, puis vous autres, ben, c'est des choses qui vous disent que vous êtes des pas bons, puis des pas beaux, puis des gros, puis tout ça. Ouais. Mais je suis impressionné par l'éventail de possibilités de voix. L'exemple que tu donnais au début avec le groupe Rush, en fait, c'est une hallucination auditive. Oui. Comme il y en a beaucoup à la radio qui passent des hallucinations auditives avec Genie in the Bottle, laisse le gin dans le bateau, ou des choses comme ça. Là. Mais au niveau de la panoplie d'interprétation, je pense que c'est là notre marge de manœuvre comme intervenant. Là. Comment tu qualifierais ça, mon expérience? À force d'en avoir entendu des choses, des gens qui ont entendu des voix, mais de façon très ponctuelle et positive et encourageante, qui leur collaient à la peau et qui vont dire « c'est un guide ». Oui. Ben, je pense que tu viens de le dire par toi-même au niveau de tes croyances, parce que ça part beaucoup de nos croyances. Moi j'ai été éduqué avec la religion catholique, judéo-chrétienne. Ouais. Oui, c'est ça. Et puis pour moi, c'est comme, ils se présentent à moi comme des êtres trépassés, comme des gens qui ont perdu leur vie, mais qui ne sont pas guides comme tels, qui sont comme, ils viennent autour de moi comme pour essayer de me réparer, ou je ne sais pas trop. Du bas astral. Oui, ben le bas astral, c'est ça. On parle de bas astral. Des tourmentés un peu, là. Ben, des fantômes. L'idée, c'est les mensonges, le mépris, toute la patente. Mais quand on se rend compte que les voix sont là, à quelque part, pour nommer une réalité, nommer quelque chose, quand on vient qu'à cerner le truc, on réalise, oh, Colin, il ne pouvait bien pas être fin avec moi, je ne comprenais pas ce qu'il voulait me dire. Des fois. Mais toi, je le vois comme contextuel. C'est arrivé à un moment précis qui ne se répète pas, à quelque part. Mais dans les entendants, il y en a qui ont des voix positives quand même. Là. Moi, j'en ai des voix positives aussi. Là. Je m'en ennuie de cette voix-là. Tellement elle était réconfortante.
et bienveillante. Bienveillante, c'est le mot. C'était comme pour me faire comprendre quelque chose par rapport à ma situation de vie. Alors que j'étais à l'hôpital ou que je sortais de l'hôpital, puis que j'étais en crise. Oui, c'est ça. Ouais. Parce Merci. qu'une voix positive peut être très négative si elle nous amène à nous perdre soi-même. Comme moi avec Marie-Pierre, là, elle était positive, cette voix-là. Je l'aimais pour la marier. Je n'étais plus dans la réalité d'un bain. Mais quand tu racontais ça, je me disais, parles-tu du vrai monde, là? Oui, c'est ça. Hein? Ouais, ça avait l'air des vraies personnes, des gros bras, Claude, Marie-Pierre. Ouais. Mais il y avait leur histoire, il y avait eux autres, cette gang-là. Moi, j'ai des voix, ils s'en vont, il y en a d'autres qui arrivent, ils font un bout, ils s'en vont, il y en a d'autres qui arrivent, ils s'en vont. Okay. Ça tourne. Puis les voix, ils ont des choses à m'apprendre. Mais des fois, ils sont maladroites dans la façon de me le faire apprendre. Ils voudraient me botter le cul, autrement dit. Ouais, ils voudraient brasser à la méthode Farmer un peu. C'est ça. OK. Je vais vous donner un exemple de la semaine dernière. Il y a une voix qui me disait... qu'est-ce qu'elle me disait donc? En tout cas, il y avait un comportement que j'avais émis, qui avait mis une voix vraiment fâchée, en rogne, qui est venu dans ma douche, me serrer les ouïes, puis me parler, là, blablabla. Bla. Là, j'ai dit, hey, c'est inacceptable, ça. J'ai dit, je suis dans ma douche, là, puis tout. Puis... Fait que là, j'ai repris ça après ma douche, j'ai reparlé à la voix, j'ai expliqué que c'était inacceptable, qu'est-ce qu'elle faisait là, puis tout ça, qu'est-ce qu'elle avait fait là, que je ne tolérerais jamais ça, puis tout ça. Puis la voix s'est excusée. Bon. Voyez-vous? Fait que il y a une relation à la voix, il y a un rapport à la voix. Puis quand ils me disent « va-t'en chez vous », c'est me dire « sois ton affaire, habite-toi ». Ils me disent quoi faire un peu, mais des fois, ils sont maladroits. D'autres fois, ils l'ont un peu plus. Là, ils sont dedans. Mais des fois, ça prend des pieds et des mains pour découvrir qu'est-ce qu'ils veulent nous dire. C'est quoi le message? Parce qu'une voix négative peut être Marie-Pierre qui me conduit à me perdre moi-même complètement. C'est négatif. Puis une voix négative qui va me dire « Hey, Tracy, fais pas ça, cette affaire-là, tu n'as pas d'affaire à faire ça, tu n'as pas le droit de faire ça. » Puis bing, bang, elle me rentre dedans. Elle est maladroite, mais peut-être positive. Elle va m'aider d'arrêter de faire un comportement qui est inadéquat, d'émettre un comportement inadéquat. Comprenez-vous? C'est tout... il y a du yin-yang là-dedans, là. Excuse-moi, il y avait Gilles qui avait une question. Ouais. Après ça, il y a une question de Guylaine qui est écrite dans le chat. Et après ça, il y aurait Marc. Donc, Gilles, ça ouais, bonjour, Serge. Bonjour, Gilles. Merci pour ton témoignage. Merci. Moi, j'ai une question qui s'adresse à ton expertise des voix. Parce qu'il y a, j'avais quoi? Là, aujourd'hui, j'ai 61 ans. C'est arrivé de façon ponctuelle. Moi aussi, j'avais l'âge de 21 ans environ. J'habitais seul dans mon logement. Puis, je me demande, les messages que mes voisins m'envoyaient via des tuyaux de plomberie, tu sais, là, les robinets qui rouvrent et qui ferment. Oui. Ces messages-là, je me demandais, est-ce que c'est apparenté à des voix ou pas? Oui. OK. Oui. Ce qui est apparenté à des voix, on peut parler de la vue. Oui. Il y a le oui, mais il y a le goûter, OK. l'odorat, le toucher, et puis la somesthésie. Oui. Tout ce qui est interne, intérieur à nous, dans notre corps. Il peut y avoir des phénomènes perceptifs inhabituels qui se produisent là aussi. Okay. En fait, on dit que une personne est entendeur de voix à partir du moment où elle vit des phénomènes perceptifs inhabituels. Okay. Peu importe quelle sorte que ça peut être. Là. Okay. Parce que moi, je comprenais de ces bruits-là que mes voisins me demandaient de m'en aller de mon logement, de quitter mon logement parce que j'étais dérangeant. Mais bon, ça fait que je m'en rends compte avec ce que tu me dis que oui, tu sais, comme père aidant, je
pensais pas que je pouvais avoir cette expertise-là, finalement. J'ai Oui, déjà entendu ma mère aussi me parler, m'appeler par mon prénom, alors qu'elle n'était pas là. Tu sais, je me suis oui, reviré de bord, tu sais, elle parlait dans mon dos, je me suis reviré de bord, puis oups, il n'y avait personne. oui. Sur le coup, j'ai interprété ça comme un esprit. OK. Peut-être que c'était le cas aussi. J'ai encore des doutes là-dessus. Mais Oui, c'est bon, ça. ça fait qu'écoute, je trouve ça très, très intéressant ton témoignage. Je me demandais, est-ce que tu avais su que j'avais parti à un groupe d'entendeurs de voix au CTR de Nemours avec tu sais, le centre de traitement et de réadaptation de Nemours qui OK, existait dans l'organisation de l'USMQ à Québec, Robert Schford. OK, J'avais parti à un groupe d'entendeurs de voix qui fonctionnait bien. oui. Puis j'utilisais l'approche que Brigitte aussi m'avait enseignée dans sa formation, hein. Malheureusement, le CTR a fermé à cause de compression budgétaire, hein. Mais Ah, j'avais bien aimé mon expérience. oui, Je m'étais aussi beaucoup inspiré d'un ton témoignage lors de la formation de Brigitte Soucy. OK, Ouais. Puis j'aime beaucoup aussi le sens que tu donnes à tes voix aujourd'hui. oui. Tu sais, Ça se la transforme, voix hein? qui dit, tu sais, retourne chez vous, là, tu sais. Oui, Tu sais, ça devient comme des messages, tu sais, qui peuvent devenir positifs en soi. voilà. Tu sais. C'est vraiment intéressant, Serge. Merci. 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 Juste avant de passer à la question de Guylaine, je vais juste dire, on va sûrement partager, comme on a demandé à Serge, en tout cas, ta conférence là, avec un lien privé à des pères aidants qui le demandent. Je voudrais juste que vous réfléchissiez, ceux qui prenaient la parole, là, que ce soit Jean-François, Gilles ou Stéphane, si on peut inclure ce que vous avez posé comme question, puis le dévoilement d'une partie de votre vie, ou si vous préférez qu'on le coupe, là, votre partie. Vous avez ouvert sur votre monde personnel. Ouais. Vous ne l'avez pas demandé avant. Faites juste réfléchir, puis vous me donnerez une réponse. Moi, j'ai pas de problème avec ça, là, Laurence. Tu peux Vous me le diffuser ma dites. partie, Laurence. Hein? OK. Tu pourras diffuser ma partie, Laurence, pas de problème. Merci, Gilles. J'ai témoigné à plusieurs reprises de cet événement-là. Puis je donne énormément de conférences aussi, donc ça ne me dérange pas, là. Un auditoire restreint de pères aidants. Pas si c'était grand public sur YouTube, là. Ouais, c'est ça. Et puis il y a Jean-François aussi qui a parlé. Je fais juste l'offrir parce que tu sais, c'est plate Ouais, c'est gentil. Ouais. Comme tout ce qu'on écoute, tout ce qu'on lit. Ça va être celui. Merci. La question de Guylaine, c'était, je ne sais pas si tu peux la lire, là, mais comment amener la personne à gérer ses hallucinations, une façon d'en parler, d'être malveillant, excuse-moi, qui prend possession de son sexe et qui notamment l'empêche d'uriner ou bien qui utilise son pénis sans sa permission. Quelles sont les alternatives pour l'accompagner dans sa réalité tout en l'amenant à se développer des outils de protection? C'est sûr que c'est très précis là, comme situation, là, mais... C'est extrêmement intéressant. C'est... oh là là. Comment je pourrais partir là avec ça? Oh là là. Peux-tu me reposer la question? Je vais me reprendre dedans, là, mais... Il est écrit dans le chat sur le côté, mais c'est de dire comment est-ce qu'on peut aider quelqu'un qui est habité peut-être par un être malveillant ou qui prend possession de son sexe et qui fait faire des choses comme l'empêcher d'uriner ou d'utiliser son pénis. Donc, c'est quoi les alternatives pour l'accompagner, pour l'aider? D'abord, il faudra que la personne apprenne qu'elle est maître de sa personne, de son corps, de son cœur, de sa tête, de ses jambes, de ses bras, de ses mains. Comme je dis souvent, moi, à mes voix, rappelez-vous, c'est moi le chef, parce que c'est moi qui ai le body. C'est moi qui ai le vaisseau, à quelque part.
Alors, si quelqu'un vient brimer mon espace vital, il est en infraction. C'est une personne en infraction. Mais il faut travailler sur soi pour s'habiter. Il faut travailler sur soi pour trouver nos intérêts, nos passions, ce qui nous aime, ce qui nous anime, puis le faire. Parce que quand on fait ce qu'on aime, il n'y a plus de place pour les voix. Le trou se referme. Fait qu'il y a beaucoup ça. Moi, je dirais accompagner la personne pour l'aider vers ça, vers un... C'est moi le chef, c'est moi qui décide. Ils ne sont pas supposés faire ça. Comme la personne qui est venue dans ma douche, là. Ça en était une, ça, une intrusion. Et puis qui me sert Louis en plus. Elle me sert un bras pour, comme si j'étais un enfant, pour me pogner le bras comme elle me sert les ouïes. C'est inacceptable. Alors, il faut que la personne le reconnaisse elle-même que c'est inacceptable que ces choses-là se produisent. Puis qu'elle devienne en action sur sa vie, en action sur son être, pour pouvoir en arriver à déterminer le fait qu'elle est la chef, cette personne-là. Et que les voix sont là, c'est pas... Non, il y a des voix vraiment... C'est comme dans la vie. Hein. Si on regarde les comportements des automobilistes et tout ça, là, on peut perdre notre vie quasiment tous les jours à cause d'un crave qui passe puis qui passe à 140 km/h, il nous arrache un aile puis tout ça. Il y a des gens qui sont bons dans la vie, il y a des gens qui sont foncièrement méchants. Mais je pense que c'est la même chose pour les voix. Il y a des voix qui sont le fun, sont malléables. Il y a d'autres voix qui sont vraiment délinquantes et puis indisciplinées. Moi, ces voix-là, je leur rentre dedans carrément en leur disant qu'ils sont en infraction, qu'ils n'ont pas le droit de faire ça, que c'est mon corps, c'est ma sexualité, c'est ma vie, qui n'ont pas le droit de brimer ça. Là, ils se sont essayés à un moment donné, c'est ça, avec l'arrivée de Roxane qui avait 16 ans, j'avais plus droit à la sexualité parce que c'était une adolescente qui était parmi les voix. Mais maintenant, ça se reproduirait. Moi, je n'accepterais pas ça. Je dirais non. Je n'embarque pas là-dedans. Parce que les voix, ils ont le tour comme de... Ils vont arriver comme... un bout de temps, ils me disaient... mettons, j'avais une motion, là, une pulsion qui montait. Là. Oups, la pulsion monte. Puis là, la voix disait ah, tu vas aller te masturber, là? Va donc te masturber après t'être fait dire ça. Ça ne nous tente plus, là. Hein, vous comprenez? Ils viennent brimer notre vie. Ils viennent brimer C'est inacceptable. C'est inacceptable, mais c'est un long cheminement vers une reprise de pouvoir de soi, sur soi. Mais si on n'est pas en contrôle soi-même par rapport à soi, les autres vont le prendre le contrôle. Si je ne m'occupe pas comme espace, ben, ça fait de la place aux voix. Mais si je m'occupe comme espace, les voix ont moins de place. Comme là, en ce moment, là, depuis que je vous parle, puis tout ça, il n'y a pas une voix qui m'a interrompu. Là. Je m'habite complètement là, actuellement. Mais c'est ça. C'est que la personne s'habite, puis que la personne prenne ses cordeaux. C'est un travail de reprise de pouvoir. Est-ce que ça répond? Ben, c'est intéressant. Ben, là, c'est parce que Guylaine elle va sûrement écrire là, pour me le dire. Okay. Il y a Marc-Éric. Mais ma semi-question, puis je me permets, vu que j'anime, oui. Mettons, moi, il faut toujours trouver la twist parce que j'imagine que de convaincre quelqu'un qui a le pouvoir sur sa vie ou sur que sa voix est importante, j'imagine que pour certaines personnes, ça passe mieux quand c'est un entendeur de voix qui lui dit que si c'est... tu sais, il y a toujours la façon de le faire, là, mais... oui. J'imagine que de créer des groupes, ça c'est sûr que ça, par image, j'utilise beaucoup des images, je ne sais pas si vous en êtes rendu compte. Le PowerPoint, il est plein d'images. C'est les images qui parlent beaucoup, souvent. Mais c'est ça. Okay. Mais l'idée reste d'accompagner.
Alors, oui, entendeur de voix, ça aide parce que ça fait des images. Mais une personne qui n'entend pas de voix peut animer et puis être meilleure qu'un entendeur. Merci. Ça serait Marc, puis après ça, je pense qu'il y a Eric Haddad qui a levé la main aussi. Il nous resterait 5-7 minutes. OK, alors je vais aller assez vite. Peut-être une petite chose, c'est par exemple pour un enfant qui vit l'agression sexuelle ou qu'on contrôle son corps, tu sais, c'est ça qui est un enfant, puis comment que c'est reçu, c'est démesuré. Puis des fois, ça peut représenter les voix un rapport ou une expérience qu'on a vécue plus jeune, là, je dis ça de même, mais je veux dire, la position, c'est pas nécessairement celle d'un adulte qui a cheminé. Puis c'est possible d'être hanté par ça. En tout cas, mon expérience des voix est différente, mais il y a tout ça dedans. Ouais. Puis, alors là, c'est comme une grande libération de trouver une façon de s'affirmer puis de se réapproprier, surtout que là, on est dans quelque chose d'hyper intime puis qui touche le corps. Alors, ça, c'est un gros... c'est difficile, mais c'est beau. Puis c'est une transformation émotionnelle énorme là, quand quelqu'un réussit à se réapproprier justement son corps, ouais. Puis à le réhabiter, puis de redécouvrir une nouvelle, une nouvelle façon de vivre la vie. L'autre chose peut-être, c'était à propos de Stéphane sur la côté de la voix positive. Oui, oui. Tu sais, comme moi, j'ai eu toutes sortes de phénomènes, puis il y avait beaucoup de visions. Puis c'est évident que les visions, c'était toutes sortes de choses que je voyais. Il y avait beaucoup d'animaux, beaucoup de nature, mais des fois aussi, je partais de mon corps, genre bye bye. Je le voyais de l'extérieur, sauf que ces visions-là, en général, étaient très, très belles. Puis pour moi, ils étaient vraiment réparatrices. Puis il y avait des états très dégradés que j'avais à un moment donné où est-ce qu'il y avait, par exemple, tous mes sens étaient très ouverts, mon système nerveux, beaucoup trop nerveux, il réagissait à n'importe quoi. Là, ça peut être le bruit du frigidaire, justement, qui prenait plus de place que la personne qui parlait. Mais à travers ça, à un moment donné, tu sais, je respirais profondément sans avoir beaucoup de respire. Puis là, les visions embarquaient. Puis là, ça avait quelque chose d'hyper apaisant ou de magique. Puis ça m'accompagnait comme pour me récupérer. Alors ça, c'était une action positive. Ça a duré pendant 20 ans. Alors, mais c'était juste un commentaire par rapport à la voix positive, à la vision positive, là, puis tout ça. Il ne faut pas avoir peur de ça, mais je trouve que ce que Serge dit avec son histoire, c'est tout à fait incroyable. Oui, une voix positive peut être vraiment tannante, là. Elle peut être négative, dans le fond, quand on ne vit plus dans la réalité, là. Mais c'est à peu près ça que je voulais dire, là. Merci. Merci. Bon, Éric, est-ce que tu avais encore ta question? Oui. Salut, Laurence. Merci, Marc. Bon, bonjour, Serge. Je m'appelle Éric. Oui. Bonjour. Je travaille avec des jeunes de 18-30 ans qui en sont souvent à leurs premières expériences de psychose, d'entendeur de voix. Puis moi, je travaille beaucoup avec mon expérience. Hein. Je suis un père aidant, mais je n'ai jamais entendu de voix, malgré que j'ai fait des psychoses. Puis je me sens un peu mal à l'aise d'essayer de les accompagner. Je ne sais pas comment m'y prendre, honnêtement. Là. Je ne sais pas trop comment m'y prendre parce que je ne peux pas partager ça avec eux. Fait que j'aimerais ça avoir, s'il y aurait un moyen, comment je pourrais accompagner ces jeunes-là autrement que juste avec, pas juste qu'avec mon expérience, parce que je ne l'ai pas. Ça peut être, moi, j'y vais beaucoup avec le groupe, par qu'est-ce que vous en pensez? Je prends toujours la balle pour la renvoyer dans le camp du groupe. Comme ça, ils voient que c'est eux autres les experts. Mais tu parles de 1 à 1? Oui, plus. Plus 1 à 1, c'est ça. C'est, je dirais, à ce moment-là, c'est de renvoyer la personne à elle-même encore. Hein? Mais c'est sûr que, il y a quelque chose d'extraordinaire là, qui peut aider beaucoup. C'est le livre de
Brigitte Soucy, Mireille Saint-Onge, Mieux vivre avec les voix. Il y a plein de trucs là-dedans. Il y a des témoignages, il y a des exercices, il y a voyons, je perds mes mots. Des outils. Il y a plein de choses comme ça qui pourraient aider un peu à donner une confiance dans le père aidant, là. Je ne sais pas si tu me suis. Il y a cet aspect-là. C'est sûr que la formation que donne Annick Ford, ça donne des outils aussi, là. Mais je dirais, il faut être comme d'approche un peu humaniste, faire des reflets, des reformulations, tout le temps des résumés, puis dire qu'est-ce que tu en penses, ou comment tu vois ça, ou renvoyer la personne à elle-même pour qu'elle explore son territoire, puis tout ça. Puis peut-être lui dire, à des moments où il y a des images où elle ne sait pas habiter, là, de dire, j'ai l'impression que tu ne t'habites pas en ce moment, tu es là. Je ne sais pas si tu comprends, mais c'est comme faire un miroir à quelque part, là. Qu'est-ce que tu entends par s'habiter? Pardon? Qu'est-ce que tu entends par s'habiter? S'habiter, c'est être à son affaire, je veux dire, connaître ses intérêts, connaître ses buts, ses objectifs, avoir un projet ou une passion, ou des choses comme ça, mais que ça soit pas pour les autres. Pas un je fais quelque chose, mais pour les autres. Je fais quelque chose pour moi. Là, je m'habite. Parce que j'ai souvent fait, moi, les choses pour les autres. J'étais pseudo-habité. J'étais dans le caméléon. J'étais dans le caméléon, là. J'étais pris, là. Merci. Merci. Si vous permettez, j'ai une question aussi, puis commentaire. Il y avait le colloque de la QRP l'année passée avec les entendeurs de voix. Puis j'ai passé beaucoup de temps à flâner avec des gens qui entendaient des voix de différents pays. Il y a quelque chose qui m'a frappé. Il y en a qui sont très extrêmes dans leur vision, puis ils me disaient, parce que c'est un mouvement politique aussi un peu, puis ils me disaient, les pères aidants, souvent, c'est comme des malades qui aident d'autres malades, là, façon de parler. C'est comme ça qu'ils disaient. Ils disaient, nous autres, les entendeurs de voix, on est des personnes qui aident d'autres personnes. Je sais que c'est pas ça, on n'est pas des malades qui aident d'autres malades, mais pour eux autres, c'était la grosse différence, c'était on est des personnes qui aident d'autres personnes. J'ai eu beaucoup de discussions, là, tu t'assois dans un divan, puis à partir de là, moi, ça a changé, parce que je ne suis pas quelqu'un qui a entendu des voix dans sa vie, mais des problèmes, mettons, d'obsession, je vais vouloir absolument un produit, puis là, ça me prend 1 heure pour me convaincre de ne pas l'acheter, puis 10 minutes après, je suis en train de le vouloir encore très intensément. Je vais avoir des idées autodénigrantes, des choses comme ça, peu importe. Puis je me suis mis en jasant avec eux autres à les considérer comme un peu dans la même façon qu'ils parlaient de voix. Je ne veux pas m'approprier un mouvement qui n'est pas le mien, mais je me suis mis à m'identifier, à dire, ben moi aussi, je vis ces choses-là, je peux être honnête avec un autre là-dessus, puis avoir mes interprétations, puis me sentir respecté. Puis en tout cas, tous les outils des entendeurs de voix m'ont fait du bien à partir de ce moment-là. C'était juste un commentaire et une question pour dire, j'imagine qu'il y a une façon d'en faire profiter aussi les gens qui n'entendent pas forcément des voix. Là. Je ne sais pas si Serge, tu as eu ce commentaire-là, mais moi, en tout cas, votre mouvement m'a beaucoup touché dans ma façon à moi de mieux vivre comme être humain, puis de me donner des outils, même si je ne suis pas forcément quelqu'un qui entend des voix, là, de me trouver des trucs pour mieux vivre avec les pensées et émotions qui m'envahissent. Oui. C'est bien. Oui. C'est des choses que tu as vues, j'imagine, avec les années, qu'il n'y a pas juste... ça peut aider plein de monde, je ne sais pas. Oui, je pense que le modèle peut s'appliquer à bien des choses. Moi aussi, je l'applique à d'autres choses, pas juste pour mes voix. Je l'applique à mes pensées, parce que des fois, je traite mes pensées comme des voix. Parce qu'il y a des pensées avec lesquelles je ne suis pas d'accord.
Puis tout ça, mais ouais, c'est sûr, il y a des pensées avec lesquelles on n'est pas d'accord. Mais je vous dirais, ça fait une centaine de représentations que je fais, puis les gens qui capotent le plus là, sur ce que j'ai à dire, ce sont les proches. Les proches, ils veulent savoir qu'est-ce qui se passe, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Et puis souvent, l'entendeur n'a pas les capacités de l'expliquer, de l'exprimer aux personnes. C'est important. Vous avez un rôle important à jouer à ce niveau-là, d'informer les proches. Et puis ça se fait en concomitance avec l'entendeur. Il faut que l'entendeur soit de pair avec vous autres pour dire, OK, on va en parler maintenant, on va l'ouvrir, on va en parler aux proches. Mais mon Dieu que ça fait du bien quand les proches sont informés. Moi, je pense à mes 3 enfants, là, c'est 17, 18, 26 qui ont. Ils m'entendent marmonner dans ma chambre, je peux entendre cogner, toc, toc, toc. Papa, as-tu besoin d'un coup de main? Puis ils viennent m'aider, là. Parce que je leur ai dit, vous pouvez m'aider. Là, on se fait une phrase ensemble, puis on dit à la voix qui bat la pluie sur la fenêtre de sacrer son camp. Puis là, je dis à ma jeune fille, ma plus jeune, qu'est-ce que tu veux qu'on dise à la fin pour que ce soit drôle? Ah, elle dit, on va l'appeler sac à merde. mais c'est tellement léger une fois que les gens autour de soi sont conscients de ce qu'on vit. Je parle autant au niveau de ma famille qu'au niveau de mes amis, qu'au niveau de mon réseau élargi. Mais maintenant, je peux le faire parce que maintenant, je m'habite davantage. Auparavant, je ne m'habitais pas suffisamment pour pouvoir le faire. Voilà. Est-ce qu'il y aurait une dernière question pour Serge ou un commentaire? Puis on va conclure la journée. Comme vous savez, l'horaire a changé. Merci pour ça. Jean-François, c'est le mot de la fin. Évidemment, Serge te remercie. Oui, Jean-François. Oui, c'est pour Serge. Moi, je peux faire ça vite pour que Véronique ait le temps un petit peu aussi. Moi, je veux juste savoir, c'est quoi la différence entre une voix que tu entends dans ton oreille, quelqu'un qui te parle, mettons qui te parle même à travers la porte, puis une voix que tu dis qui fait partie, disons, d'une voix qui est intérieure, que tu entends, mais que ce n'est pas une voix réelle de quelqu'un qui te parle. C'est quoi la différence? La voix de ma conscience? Oui. Oui, par rapport... c'est sûr que dans mes pensées, puis tout ça, moi, je les identifie parce que c'est le thème de voix. Parce la voix que j'entends dans mon oreille, elle peut venir de l'extérieur. J'en entends dans ma tête directement, puis j'en entends dans les bruits. Mais la personne qui va passer dans mon corridor, puis que j'entends la voix de la personne, souvent, souvent, cette voix-là va dire des paroles blessantes. Comparativement à ma propre conscience. Ouais. Ça répond? Oui, OK, merci. Véronique, tu avais levé la main aussi. Oui, juste rapidement, c'est drôle parce que Jean-François, tu as repris ma question. Fait que j'ai maintenant la réponse. Tout à fait. Puis je trouve ça, moi, c'est la 2e fois là, que je vous entends. J'avais entendu lors du lancement là, du livre de Nathalie Lagueux. Oui. Désolée pour le téléphone qui sonne. En fait, c'est ça. Moi, ce que je trouve intéressant aussi, c'est votre approche de dire c'est important qu'on aille aussi vers les proches pour qu'ils comprennent mieux. Je pense que pendant longtemps, ce phénomène-là a été, même je pense à l'intérieur de la santé mentale, là, je pense que ça a été
peut-être perçu comme honteux ou quelque chose de tabou pendant longtemps. Hein. C'est récent quand même qu'il y a des groupes d'entendeurs de voix, puis c'est tellement fabuleux de voir que ça existe, puis que ça l'aide plein de gens comme Marc. Je trouve que ton témoignage que tu as fait, ça m'a beaucoup touché. Donc, c'est ça. Fait, puis, je trouve que aussi ce que vous amenez, que l'impact que ça peut avoir sur les enfants qui peuvent bien comprendre, puis même vous aider dans ça. Oui. Je trouve que c'est innovateur à la fois parce que combien de fois on entend, ben en tout cas, pour moi, là, j'ai une fille, puis j'entends de la part de ma psychiatre, ben non, il ne faut pas que ta fille, elle devienne ta mère ou quoi que ce soit, là, mais je dis non, c'est pas ça, mais des fois, elle peut m'aider, elle voit que je suis plus anxieuse ou, tu sais, elle peut faire des choses pour m'aider. Comme, mettons, une personne handicapée, s'il y a une rampe, ben peut-être que sa fille, elle va l'aider à pousser la chaise roulante. C'est pas plus grave que ça. Je suis pas en train de demander à ma fille de jouer un rôle, mais je trouve ça vraiment intéressant. Puis toutes les idées de trucs, tout ça, puis le livre que vous avez mentionné, en tout cas, c'est vraiment intéressant, puis ça nous pousse à la réflexion, puis je pense que c'est ça le but d'une conférence, fait que ça nous donne juste le goût d'en savoir plus, puis d'aller consulter aussi votre livre. Merci. Merci. Merci Serge encore. Merci. Merci puis, donc, ça va être la fin de la journée nationale pour les pères aidants. Le père aidant réseau. Je ne sais pas ce que vous en dites. Là. Je pensais qu'on pourrait faire quelque chose dans le genre, peut-être 4 fois par année. Puis au pire, ben, si vous ne pouvez pas être là, vous regarderez des enregistrements ou ça. Mais je serais bien fier et honoré qu'on recommence à créer des liens là, au Québec entre nous autres. Là. Serge, tu es le bienvenu. Ben merci beaucoup. Membre honorant. Mais donc, c'est ça. Carte? Ouais, la carte du chouchou. Ouais, c'est ça. Je ne voudrais pas prendre plus de temps. Si vous avez un dernier commentaire, je vous laisserai. Je ne veux pas que les gens se sentent pris en otage, là, mais ça a été vraiment un honneur pour moi de passer du temps avec vous autres aujourd'hui. C'est sincère. On est toute une espèce de montagne d'histoire et des grands êtres humains, je trouve. Là. Merci beaucoup d'avoir été. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci beaucoup pour m'avoir reçu, entendu et tout ça. Ça me fait vraiment plaisir. Ça a été un plaisir pour moi. Merci. Bonjour. Merci. Bye tout le monde. Salut. Merci. On vous recontacte bientôt. Salut. Salut.